territoire. Ces agences de l'eau, elles redistribuent ces fonds sous forme d'aides financières, des prêts et des subventions. Donc ce sont des outils extrêmement importants de la politique de l'eau en France. Et elles redistribuent ces fonds aux collectivités locales, aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux de lutte contre la pollution. Alors ça peut être la construction, l'extension, l'amélioration de stations d'épuration et l'amélioration, la construction et l'extension de réseaux de collecte des eaux usées, la mise en place de procédés de production plus propres, la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires pour les agriculteurs, etc., etc. Elles utilisent aussi ces fonds pour la gestion des ressources en eau et pour la restauration et l'entretien des milieux aquatiques. Les agences de l'eau sont par conséquent un des acteurs majeurs de la protection de la biodiversité en France, puisqu'elles travaillent sur l'amont, c'est-à-dire sur la préservation de l'état de la biodiversité. Enfin, au niveau local, ce sont les communes ou les groupements de communes qui sont compétentes pour gérer l'eau potable et l'assainissement des eaux usées. En Île-de-France, on en a déjà parlé, ils sont ici aujourd'hui, donc ils pourront vous développer évidemment bien plus leur activité. Mais en région Île-de-France, sur l'agglomération dense de la région, nous avons le SIAP, le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Paris. Et c'est un outil qui est extrêmement pour nous en matière d'assainissement. Alors, je vais faire une petite incise. Le conseil régional que je représente ici, c'est une institution qui a des compétences, notamment en termes de transport, je l'ai déjà dit, d'aménagement du territoire, de planification et d'environnement. C'est via ces compétences que l'institution intervient pour promouvoir une gestion durable et pérenne de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Plus globalement, la politique environnementale régionale a pour objectif de mettre en œuvre ce que nous appelons le projet d'éco-région, qui vise à réduire l'empreinte écologique et le coût social de cette empreinte écologique pour notre territoire. Pour résumer, on a donc l'Europe qui fixe un cadre que les États doivent respecter, l'État qui, au travers des agences de l'eau, prélève des fonds aux utilisateurs pour assurer le financement des installations nécessaires à l'épuration de l'eau, à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, la région qui soutient le développement de politiques de protection de l'environnement et de prévention des pollutions dans une optique de développement durable, et enfin les communes qui gèrent ou délèguent, et j'y reviendrai, la gestion des réseaux d'eau et d'assainissement. Alors maintenant que tout ceci n'a plus de secret pour vous, je vais revenir sur l'évolution de la qualité de l'eau de la Seine, principal fleuve de la région. Le secrétaire d'État à l'assainissement en a parlé, on s'est amélioré. Mais effectivement, dans les années 80, on a pris la mesure, la population, les pouvoirs publics, de la gravité des pollutions organiques, à l'ammoniac, au phosphore et aux métaux lourds de la Seine. On connaissait à l'époque des taux qui empêchaient toute biodiversité et toute vie dans le fleuve. On était vraiment dans une situation dramatique, il faut le dire. Ceci dû à une absence de régulation pendant plus d'un demi-siècle d'industrialisation, avec des rejets anarchiques dans le fleuve qui faisaient que, vous le connaissez malheureusement sur votre territoire, la qualité de l'eau de la Seine était dans un état assez lamentable. C'était devenu un tel problème d'ailleurs, et pour la blague, que plus aucun politique ne pouvait fermer les yeux. Et à l'époque, Jacques Chirac, qui était maire de Paris, avait fait la promesse de se baigner dans la Seine d'ici 10 ans. 30 ans plus tard, il ne s'est toujours pas baigné dans la Seine, mais force est de constater quand même que parce que les politiques et l'ensemble de la population a vraiment pris la mesure des difficultés dans lesquelles nous étions, eh bien 30 ans plus tard, la qualité de l'eau de la Seine s'est très nettement améliorée. Et j'espère qu'un jour, Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris, pourra assumer la promesse de Jacques Chirac d'il y a 30 ans et se baigner dans la Seine, puisque c'est une petite blague, en fait, dans les milieux de la qualité de l'eau sur la baignade dans la Seine. Mon deuxième point, c'est que ces politiques de l'eau menées par les collectivités locales ces 10 dernières années, en matière de prévention, d'amélioration de l'assainissement, d'évolution des pratiques, ça rend aujourd'hui le bon état écologique à portée de main. Donc les seuils qui définissent la qualité des eaux de baignade ont été atteints plusieurs fois par an sur la Marne. Donc la Marne, c'est bon, on peut plonger dedans. Les impressionnistes, tout ça, on est en train d'y revenir. Pour la Seine et pour l'Oise, on va s'améliorer. Et donc nous sommes sur le bon chemin. Mais troisièmement, et ça c'est un gros bémol, les taux de phosphore et de nitrate constatés dans les eaux de la région restent encore
très élevés. Cette pollution, qui est notamment liée aux pratiques agricoles sur l'ensemble du territoire mondial, c'est aujourd'hui notre principal cheval de bataille. L'Union européenne, elle rappelle régulièrement la France à l'ordre sur ce sujet. L'histoire de la France et le peu de volontarisme observé dans la réglementation, dans notre réglementation, ce sont les principaux freins pour atteindre une amélioration sensible sur ce sujet. J'ai bon espoir, malgré tout, que l'évolution des mentalités et la pression européenne permettent de faire des progrès significatifs sur ces polluants. Un effort substantiel sur la maîtrise des pollutions diffuses, donc les nitrates et tout ce qui est issu des produits phytosanitaires, est également nécessaire pour garantir la qualité de la ressource à long terme. Aujourd'hui, plusieurs secteurs de l'Île-de-France sont touchés par des restrictions d'usage de l'eau, et notamment en Seine-et-Marne, qui est le département le plus à l'est de l'Île-de-France. De nombreux forages sont aujourd'hui abandonnés du fait de pollution de la ressource. Ici aussi, les traitements nous permettent de garantir globalement une eau de bonne qualité. En Île-de-France, nous buvons l'eau du robinet. Mais néanmoins, ces traitements, ils ont un coût qui est impacté directement sur la facture des Franciliens. On estime ce coût entre 200 et 400 euros par an sur la facture du Francilien, le coût de traitement de l'eau pour l'arrivée à sa potabilité. Donc ça n'est pas rien et c'est quelque chose sur lequel nous devons pouvoir agir. L'objectif final de la région, c'est par conséquent dans le futur d'éviter de dépolluer les eaux par notamment des politiques de prévention. Vous avez bien compris que si on arrive en amont à faire que les eaux ne soient pas polluées, alors on a un coût moindre dans le traitement des eaux et alors pour la population, nous sommes dans un cercle plus vertueux sur la question de la qualité de l'eau. Alors les politiques que nous menons, j'y reviendrai, interviennent dans l'encouragement à de nouvelles pratiques agricoles, en réduisant, voire en supprimant l'utilisation de pesticides et de chimie sur les zones de captage. Nous avons une politique spécifique qui permet d'essayer d'éviter de mettre des pesticides à l'endroit où on pompe l'eau pour la population. Et ça, c'est un dispositif extrêmement efficace et qui marche très bien en Île-de-France. Évidemment, nous essayons également de mettre en place une politique volontariste d'aménagement du territoire qui intègre les problématiques d'assainissement, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de la densité de la population est essentielle à un assainissement moins coûteux et, je dirais, plus efficace. Donc, il faut éviter l'étalement urbain et pour que, justement, les équipements soient plus adaptés et que l'assainissement soit de meilleure qualité. Et enfin, il nous faut, parce que nous avons aussi ce problème en Île-de-France, améliorer et démocratiser le cadre de gouvernance, parce que nous avons encore des progrès à faire, et j'y reviendrai ici. En ce qui concerne la gestion des eaux usées de l'agglomération parisienne, nous avons, par l'expérience de cette gestion, la région Île-de-France tirer quelques conclusions sur le modèle francisien. Donc, comme évoqué auparavant, le SIAP traite 75% des eaux usées de l'agglomération parisienne, soit plus de 8 millions d'habitants. Ce modèle, il est notamment basé sur une station d'épuration, une très grosse station d'épuration, qui fonctionne très bien d'ailleurs, la plus grosse station d'épuration d'Europe, et qui veille à l'assainissement de 75% des eaux usées de l'agglomération francilienne. Nous avons constaté cependant qu'une concentration trop forte de l'épuration, c'est-à-dire un gros équipement dans un site précis, n'est pas forcément le moyen le plus efficace, le plus efficient de procéder à l'assainissement de nos eaux usées sur le territoire. Et nous pensons à la région Île-de-France, mais je ne suis pas sûre que le SIAP partage ces conclusions, que nous pensons que nous devons répartir sur le territoire francilien, mieux répartir sur le territoire francilien ces stations d'épuration pour non pas multiplier des micro-stations d'épuration, mais arriver à une taille critique qui permette de faire que les réseaux d'assainissement ne soient pas trop éloignés du site d'épuration, de manière à mieux en maîtriser la qualité des réseaux, son entretien, sa maintenance, etc. C'est une problématique qui est beaucoup portée à l'intérieur de la région. Alors, lorsqu'on fait de la prospective et qu'on pense au futur de l'Île-de-France, je viens de le dire, nous savons qu'un seul outil d'épuration, aussi performant soit-il, ne pourra donc pas faire face à toutes les configurations, en particulier par temps de pluie, et notamment dans la perspective d'une évolution climatique plutôt défavorable.
Les idées à retenir dans l'exemple francilien sont tout d'abord qu'il faut éviter que les eaux usées fassent beaucoup de trajets. L'entretien et la gestion du réseau ont un coût financier et un coût environnemental. Plus les centres de traitement sont importants, plus les réseaux qui l'alimentent sont importants, moins ils peuvent être gérés au mieux. Il faut donc trouver la bonne échelle pour avoir des installations, je l'ai déjà dit, de taille critique, sans arriver à une situation de surconcentration. Par ailleurs, et c'est là le paradoxe, il se pose aussi la question de l'acceptabilité de l'implantation de nouveaux équipements de type station d'épuration. C'est un vrai sujet. Comment fait-on dans une agglomération aussi dense pour que la population accepte qu'on implante à proximité de leur lieu de vie des équipements pas toujours perçus comme étant des valeurs ajoutées patrimoniales, pour dire les choses un peu rapidement. Et ça, c'est un vrai travail qu'on a à faire, nous, institutions politiques. Comment faire pour que la population accepte d'avoir à proximité de chez soi des installations pas forcément agréables à avoir, mais en même temps nécessaires à la vie quotidienne de la population. C'est un gros travail de conviction qu'on doit opérer. Je crois savoir qu'à Sao Paulo, il y a aussi ces petites questions qui se posent sur un certain nombre de sujets. Le deuxième retour d'expérience que nous avons, c'est qu'on ne peut se satisfaire d'une seule stratégie de traitement. En effet, il est important de maîtriser les apports des stations d'épuration et principalement les apports liés aux eaux de ruissellement urbain. Il est donc important pour nous, dans la ville, dans l'aménagement de la ville, de promouvoir et de soutenir les politiques de limitation de l'imperméabilisation des sols. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Les politiques d'aménagement du territoire, et c'est là qu'on retrouve l'utilité du schéma directeur de la région Île-de-France, sont directement liées aux futures capacités de traitement des eaux dont la ville a besoin. Plus les sols sont en capacité d'absorber l'eau, moins il y a de ruissellement, moins il y a d'eau de ruissellement à traiter. Et donc, c'est vrai qu'on essaye de mettre en place, notamment dans les réglementations de construction, des normes qui imposent des zones perméables qui permettent à l'eau d'être absorbée par la terre. Cette logique préventive, bon, on va être très franc, elle peine parfois à émerger comme enjeu. Pour y arriver, il faut changer de vision, ne plus considérer les eaux pluviales urbaines comme une menace ou un déchet, mais au contraire comme une ressource à valoriser. Que ce soit pour l'eau potable, pour de nouveaux besoins, notamment liés à la biodiversité, en ville notamment, on doit valoriser la ressource des eaux de ruissellement qui va se raréfier avec le changement climatique. Pour arriver à cette approche, nous avons besoin de gérer l'aménagement urbain de manière transversale en croisant les approches et les enjeux urbanistiques, paysagers, logistiques, etc. Enfin, troisième conclusion, l'artificialisation des berges. Et j'ai vu que vos fleuves étaient entièrement bétonnés sur leurs berges. Cette artificialisation des berges, les aménagements lourds des fleuves et des rivières, les changements de tracé de cours d'eau, l'enfouissement sont des facteurs qui limitent les possibilités d'amélioration de la qualité de l'eau. Cette politique d'urbanisation, elle atteint ses limites aussi, comme en témoigne en Île-de-France l'apparition de phénomènes d'inondation locale dus principalement au mode d'aménagement qui privilégie encore l'imperméabilisation. Enfin, dernier constat, simple mais important, la dépollution de l'eau a un coût financier et environnemental plus important que la prévention. Dans la crise mondiale que nous traversons, je crois que nous avons la responsabilité, que j'ai la responsabilité, en tant que politique, de veiller à ce que nous dépensions le moins d'argent possible, que quand on dépense de l'argent, il soit dépensé de manière vertueuse. Et donc, la question de la prévention est forcément le premier axe de dépense de l'investissement public pour ensuite aller vers la dépollution. En tous les cas, à mon sens, c'est comme ça qu'on devrait pouvoir travailler. Suite à ces constats, la région Île-de-France a développé des politiques publiques pour participer à la mise en œuvre de ces principes. Je vais vous présenter en quelques mots quelques exemples de politiques publiques régionales. Je ne vais pas beaucoup détailler, mais je suis déjà assez longue. Des politiques régionales qui visent à intégrer de manière transversale la gestion des enjeux eau à tous les niveaux sur le territoire. Alors, le premier outil que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que nous nommons le contrat de bassin. Comme son nom l'indique, c'est un contrat entre tous les acteurs d'un territoire, donc les différentes collectivités locales, l'agence de l'eau concernée, évidemment, donc en Île-de-France, l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais aussi la société civile, les syndicats d'agriculteurs, les associations de protection de la nature, des représentants d'institutions diverses. Nous en avons quelques-unes en Île-de-France. Le contrat de bassin, ce n'est pas seulement une instance où les gens se réunissent.
Ce contrat de bassin, il définit des moyens qui sont engagés et les actions qui seront mises en œuvre à l'échelle d'un bassin versant ou d'une nappe d'eau souterraine. Ce contrat de bassin, il se développe sur 4 axes. Un programme de préservation et de restauration écologique des cours d'eau, des berges, des continuités écologiques. Un programme de réalisation des travaux d'assainissement, des stations d'opération notamment, de travaux de collecte des eaux usées. Un programme de gestion alternative des eaux usées dans la ville, avec, ce que je vous en ai déjà parlé, la maîtrise des ruissellements à la source, par des techniques paysagères. Ça peut être aussi les toitures végétalisées, la récupération d'eau de pluie en vue de leur réutilisation, la création de bassins de gestion des flux de pollution par temps de pluie, etc., etc. Et enfin, un programme de réduction de l'usage des produits phytosanitaires, qui est un vrai gros sujet très cher à mon cœur, par les collectivités et les agriculteurs. Ce n'est pas simplement du côté des agriculteurs qu'on doit travailler, on doit aussi travailler du côté des collectivités locales. Nous mettons en œuvre en Île-de-France une politique très inédite et très innovante qui encourage les communes à ne plus utiliser de pesticides sur la gestion des trottoirs, etc., pour arracher les mauvaises herbes et pour plutôt utiliser ce qu'on appelle le traitement mécanique, c'est-à-dire à la main, quoi, voilà, arracher les herbes plutôt que de mettre des pesticides. Ça participe grandement à l'amélioration de la qualité des eaux. Alors les avantages de ces contrats de bassin, ils sont multiples. D'abord, ils prennent en compte l'ensemble des problématiques liées à l'eau, assainissement, milieu, berges, zones humides, sur des entités territoriales cohérentes, et c'est aussi extrêmement important, du point de vue des enjeux de l'eau, ceci afin de progresser dans la reconquête de la qualité des ressources naturelles. Ils associent aussi les financeurs, et ça, c'est un aspect extrêmement important de ces contrats de bassin. Ça ne peut pas simplement être un endroit où les gens se réunissent. Il faut aussi que ceux qui financent, ceux qui participent à mener des actions, soient présents. Donc, Agence de l'eau, je l'ai déjà dit, Région Île-de-France, parfois le département et l'ensemble des collectivités concernées par le bassin ou la nappe en question. Si cela est souhaité et nécessaire, parfois il faut les forcer un petit peu, les chambres d'agriculture, donc les syndicats d'agriculteurs locaux, et les associations sont intégrés. L'ensemble de ces collectivités maîtres d'ouvrage partagent ainsi un constat et établissent un état des lieux de leur bassin versant. À partir de ce constat commun, le contrat établit la programmation des travaux à mener pour dépolluer les rejets ou bien restaurer la rivière, les zones humides, etc. C'est ce contrat de gouvernance qui permet de trouver des solutions communes et la production d'un consensus qui facilite l'appropriation et le portage des objectifs par tous les acteurs. Encore une fois, l'objectif ici, il est de faire que ça ne soit pas que des mots et que ce portage soit un véritable portage collectif et qu'il n'y ait pas une institution qui tire les autres contre leur gré. Enfin, ce contrat de bassin, il offre des garanties importantes aux différents financeurs, comme aux acteurs du territoire. Pour les financeurs, c'est un moyen de s'assurer que les fonds sont bien utilisés. Pour les collectivités et les agriculteurs, c'est un moyen d'être impliqués dans la définition des objectifs qui concernent leur propre territoire. Et là, on parle aussi de démocratie de gouvernance, c'est-à-dire que ceux qui sont sur le territoire peuvent avoir la maîtrise de leur territoire. Il y a un bilan à mi-parcours qui permet de faire le point, de rééquilibrer les actions si on s'est trompé, ça peut arriver des fois, ou si le contexte change, ça arrive souvent. Ces contrats, ils permettent d'avoir une approche globale pour une même rivière ou une nappe d'eau souterraine. Ainsi, les efforts coordonnés de chacun permettent de conjuguer les services liés à la vie et aux activités des Franciliens, tout en restaurant la qualité des milieux naturels, support de biodiversité. Ils permettent d'établir de réels projets transversaux sur des territoires précis et d'aller vers une gestion durable et concertée de la ressource en eau. Le deuxième outil que je voulais vous présenter ici, que la région Île-de-France a développé, c'est un outil de définition d'une écostation d'épuration. En tous les cas, c'est la définition de critères que nous appelons écostep. Les investissements dans une station d'épuration, ce sont des investissements lourds et structurants pour un territoire. C'est coûteux pour la collectivité qui les met en œuvre. Et donc, parfois, il y a une nécessité de mieux cadrer, dans la mesure où la région Île-de-France donne des subventions à ces collectivités pour construire les stations d'épuration, il y a nécessité de mieux cadrer, de mieux conseiller et de mieux orienter les collectivités locales qui sont parfois en déficit d'ingénierie, de connaissances, de compétences sur cette question spécifique de l'épuration. Et donc, afin de pouvoir encourager les démarches de développement durable autour de ces projets,
nous avions besoin de développer une expertise technique qui nous permettrait d'évaluer la pertinence des investissements engagés par ces collectivités et donc la pertinence des investissements que la région allait donner avec des subventions. Les écostations, c'est une démarche assez complète qui comprend l'évaluation du coût global, c'est-à-dire le coût cumulé investissement et fonctionnement de l'outil. L'influence de l'investissement sur le prix de l'eau à venir, c'est un aspect plutôt important pour les populations. À quel niveau le prix de l'eau va être fixé à l'issue de la création de cette écostation. L'impact de l'investissement en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réduction des pollutions et des nuisances en privilégiant les politiques de prévention. Le mode d'association des usagers. Et enfin, le respect des critères favorables à la biodiversité et à la vie aquatique dans le milieu récepteur. L'ensemble de ces items nous permet de voir si le projet d'écostation est vertueux ou non. Et s'il remplit ces critères, alors nous bonifions les financements attribués par la région à la collectivité pour construire cette écostation. L'objectif, c'est bien sûr de récompenser les pratiques vertueuses et de faire qu'elles se généralisent. Je peux imaginer, je rêve, que dans un futur proche, plus ou moins proche, le Conseil régional ne finance plus les stations d'épuration qui ne remplissent pas les critères éco-STEP, c'est-à-dire tous ceux dont je viens de vous parler. Je veux bien un petit verre d'eau, si quelqu'un peut m'amener quelque chose. Ah oui, merci. Excusez-moi. À titre personnel, pour finir sur cette question, je crois beaucoup à la capacité des institutions, mais particulièrement évidemment de la région Île-de-France, à encourager l'innovation grâce à la mise en œuvre de critères environnementaux, de critères sociaux, dans une optique d'engagement vers une économie plus circulaire, ceci afin d'engager une transition écologique de nos territoires. La nécessité de cette transition écologique, elle amène cette idée que les politiques menées, les solutions, les projets d'aujourd'hui doivent à la fois préserver les ressources d'aujourd'hui et être opérants demain. La région Île-de-France investit beaucoup d'énergie et de moyens dans la prospective à moyen et long terme, parce que comprendre, c'est déjà commencer à agir, en se donnant des outils pour décider d'orientation à très long terme, tout en préservant le court et le moyen terme. Alors, en tant que vice-présidente à l'environnement, à l'agriculture et à l'énergie, vous en conviendrez, c'est une délégation qui tente de toucher à toutes les problématiques liées au développement durable, mais aussi en tant que membre du Parti écologiste français. Je ne pouvais pas intervenir aujourd'hui sans vous parler de la nécessaire adaptation au changement climatique qui doit être engagée, vous le savez, de manière urgente. Ce n'est pas ici, au Brésil, à Sao Paulo, que je vais me permettre de donner de quelconques leçons à quiconque sur cette question. Car notamment, c'est ici, au Brésil, avec la conférence de Rio, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, qu'est née la grande prise de conscience de l'urgence de prise en compte des enjeux climatiques pour nos territoires. Et donc, je me permets d'être un peu modeste et précautionneuse dans ce que je vais vous dire. Je ne donnerai pas de leçons à personne, mais je vais aborder ici quelques exemples de ce que nous tentons de faire modestement dans notre région pour participer à la lutte contre le changement climatique. Vous le savez, la ressource en eau, en Île-de-France, comme chez vous, elle sera très touchée par l'augmentation de la température. Les scénarios que nous avons élaborés pour l'Île-de-France indiquent un assèchement programmé du bassin de la Seine au cours du XXIe siècle. Que ce soit la baisse des précipitations, la baisse du niveau des nappes phréatiques ou la baisse du débit des cours d'eau, nous assisterons forcément au renforcement de conflits d'usage de la ressource et à l'accroissement de la vulnérabilité des cours d'eau aux pollutions. Si hier, nous avions encore des marges de manœuvre, elles se réduisent de plus en plus. Ces contraintes nouvelles renforcent la pertinence des politiques publiques transversales et intégrées. Les villes auront notamment besoin d'éléments de climatisation naturelle que peuvent offrir les eaux pluviales, les rivières urbaines et les espaces naturels en ville. Effectivement, la climatisation naturelle, la présence de l'eau, ça permet de rafraîchir des atmosphères. Et quand la température augmente, on a une nécessité de permettre à l'eau de participer à ce rafraîchissement. L'augmentation de la fréquence des orages intenses
renforce également l'intérêt d'une gestion des eaux pluviales par des moyens mieux adaptés, durables et qui permettront de protéger la ville et ses habitants. Cette nécessaire présence de l'eau en ville, couplée à la préservation des corridors écologiques, doit améliorer la possibilité de déplacement des espèces animales et végétales et leur capacité d'adaptation à ces changements. Ce n'est pas non plus une question anodine. Dans ce contexte de tension que connaîtra toute la planète, les solutions plus durables ont encore plus de sens. La protection de la ressource, la lutte contre l'imperméabilisation de la ville, la valorisation des eaux pluviales, la réintroduction de l'eau et de la nature en ville faciliteront l'adaptation aux nouvelles conditions de vie de demain. L'eau de pluie ne pourra plus être considérée uniquement comme une contrainte. Ce sera et ce deviendra une ressource, car nous en aurons bien plus besoin qu'aujourd'hui. Préparer cela ensemble, construire la ville durable, c'est préparer demain. Et c'est ça qui donne sens notamment au partenariat que nous tentons de mettre en place ensemble. Un autre exemple que nous commençons à expérimenter, c'est la valorisation énergétique des boues issus des stations d'épuration. Les boues de stations d'épuration peuvent produire, grâce au processus de méthanisation, à la fois du gaz naturel et de l'engrais. C'est un gisement qui, en Île-de-France, n'est pas anecdotique, même si les boues d'épuration ne constituent pas la principale ressource pour la méthanisation. Nous avons fait voter en février dernier un plan qui vise à la création de 35 à 50 méthaniseurs sur le territoire francilien. Nous en avons actuellement 11, donc vous voyez que l'ambition est forte. D'ici 2025, 10% pourraient être construits autour de la ressource des boues d'épuration. Le développement du biogaz, vous me direz en quoi c'est important pour la région Île-de-France. Vous, en janvier, vous avez connu un épisode de sécheresse sans précédent qui fait que vos nappes sont au plus bas. Votre ressource est au plus bas. Nous, en janvier, en Île-de-France, nous avons connu un des plus graves épisodes de pollution atmosphérique aux particules fines que depuis ces 20 dernières années. L'utilisation massive du diesel en France, qui est une erreur historique que nous allons tenter de corriger, fait que ces pollutions aux particules fines, s'ajoutant à la hausse de la température, vont augmenter fortement. Et donc, développer le biogaz, c'est un enjeu essentiel pour la région Île-de-France. Parce que le biogaz, ça permet de produire de l'électricité par cogénération, ok. Mais ça permet également de produire du gaz directement injecté dans les réseaux de gaz pour chauffer les Franciliens. Et enfin, du biogaz carburant pour alimenter les bus au gaz naturel que la RATP et le STIF, donc les syndicats de transport d'Île-de-France, viennent d'acheter pour remplacer le parc automobile diesel de bus de l'Île-de-France. Et donc vous voyez qu'ici, on est vraiment dans une logique où on essaye de valoriser toutes les ressources possibles pour aller vers une limitation de la pollution et une adaptation au changement climatique. La question de la méthanisation est un aspect important de cette mission que nous avons. Évidemment, sur la méthanisation, il faut être attentif à ne pas faire n'importe quoi. Et dans tous nos dispositifs, nous avons des critères de soutien, des conditions spécifiques qui nous permettent de soutenir la construction de méthaniseurs ou pas, en fonction de la qualité environnementale de ces méthaniseurs et de la qualité des digestats, c'est-à-dire des engrais qui en sortent, pour éviter de repolluer les sols en sortant des méthaniseurs. Ça paraît évident, mais il vaut mieux le dire. Les déchets d'hier, donc, doivent devenir les ressources de demain. Aujourd'hui, nous disons que les villes produisent beaucoup de déchets. Je préfère dire que les villes gaspillent beaucoup de matières premières, beaucoup de ressources. Les futures mines du monde, elles ne sont pas sous le sol, elles sont dans nos villes, elles sont dans nos décharges, elles sont dans nos boues d'épuration, elles sont dans les déchets que nous produisons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener une politique de réduction des déchets que nous produisons, attention. Mais changer de paradigme, changer de pied pour regarder ces déchets comme une ressource, c'est aussi une nécessité. Enfin, et j'en terminerai par là, sur les enjeux de gouvernance de cette ville durable que nous appelons de nos vœux. On va repartir, là encore, des politiques de l'eau. Nous pouvons toucher du doigt des enjeux démocratiques qui me semblent essentiels pour que l'intérêt général puisse être pris en compte. Comment
promouvoir une gestion transparente, démocratique et citoyenne de l'eau comme des autres biens communs. Aujourd'hui, en Île-de-France, et c'est quelque chose que vous ne connaissez pas ici, je crois, au Brésil, la plupart des collectivités locales ont délégué la gestion publique de l'eau potable et de l'assainissement de leurs communes à des sociétés privées dans le cadre de ce que nous appelons, c'est très, très cadré, de ce que nous appelons une délégation de services publics. Ça signifie que les contrats passés